Alors, écoutez, bienvenue à tout le monde là pour cette HMI sur France Travail, où c'est que nous en sommes. Alors, nous avons prévu donc à l'ordre du jour, Michel, si tu peux aller sur la vignette suivante, s'il te plaît. Voilà, donc en fait, au niveau du sommaire, refaire un point sur l'inscription, les nouvelles modalités de suivi d'accompagnement, refaire un point sur le contrôle de la recherche d'emploi, un point sur le volet entreprise. Ensuite, le partenariat et la gouvernance et enfin des points transversaux. Alors, concernant d'abord l'inscription des demandeurs d'emploi. Du coup, Michel, si tu peux me passer la Ouais. vignette d'après, merci à toi. Attends. Voilà. Donc, depuis le 1er janvier 2025, nous n'avons plus de SI à France Travail et désormais, on fait des EDO et des DPA. Donc, les fameux EDO, les entretiens d'orientation. Donc, ils ont été mis en place depuis le 1er janvier. Au départ, ils devaient s'arrêter donc fin mars, mais la direction générale a décidé de les prolonger jusqu'à fin juin 2025. Alors, normalement jusqu'à fin juin 2025. On verra un peu ce qu'il en est à ce moment-là. L'idée de ces EDO, c'est du coup d'alimenter l'IA générative qui du coup prendrait le relais en juillet. Et du coup, le demandeur d'emploi, quand il vient s'inscrire à France Travail, eh bien, lorsqu'il aura rempli tous ces éléments, eh bien, automatiquement, après, par le biais de la machine, eh bien, il sera orienté vers la bonne structure. Alors, ça, c'est l'idée qu'il y a derrière ces EDO. On constate déjà un peu que c'est quand même assez compliqué sur le terrain. Alors, pas compliqué en termes de contenu, parce que 15 minutes par téléphone, c'est les collègues cadrent ces entretiens. Ça pose pas trop de difficultés parce qu'on dit directement au demandeur d'emploi, vous n'aurez pas les réponses à vos questions maintenant, on y répondra lors d'un entretien ultérieur qui sera beaucoup plus long. Mais on se rend compte que les propositions d'orientation qui sont faites déjà aux conseillers dans le cadre de l'EDO ne sont pas toujours forcément judicieuses. Donc ça, c'est un élément important. Et surtout, on voit que ça n'apporte pas trop de plus-value. Parce que en 15 minutes, on nous demande d'orienter un demandeur d'emploi vers une bonne structure sans vraiment avoir pu creuser avec lui sur son profil, sur son projet, etc. Et donc, du coup, orienter sans avoir fait un bon diagnostic, c'est quelque chose qui nous fait marcher sur la tête. Voilà. Donc, sur cet aspect-là, c'est vrai que sur l'aspect métier, ça pose vraiment de gros soucis aux collègues. Techniquement, le DO, pas de problème. Les 15 minutes, finalement, pas de problème. Mais c'est sur la démarche et sur ce que cela comporte. Maintenant, sur les DPA, Michel, si tu veux bien. Ouais. Ce qu'on pourrait peut-être rajouter sur l'ODO quand même, c'est que après il y a les orientations chez les partenaires qui partent. Et là, c'est plus compliqué. Ah, tout à fait, non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Puisqu'on a vu des fois des gens qui étaient orientés chez les partenaires n'étaient pas au courant, on nous les renvoie. Bon, c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors ensuite, sur les DPA. Alors, petite subtilité quand même sur les DPA, c'est qu'au comité central d'entreprise, la direction générale a annoncé que les EDO étaient du champ contraint. Par contre, les DPA ne sont pas du champ contraint. Alors ça a un impact quand même sur la planification sur les sites, normalement. Sauf que dans la vraie vie, entre ce qui est préconisé par la DG et ce qui est réalisé sur site, il y a quand même un écart. Alors, le DPA, c'est quoi? Ben, finalement, ça, c'est un ESI. Ah, oui, hop, voilà. C'est un ESI. Non, pas de souci, pas de souci. C'est un ESI plus un premier entretien d'entrée en accompagnement. Donc, c'est extrêmement lourd. Et il a été laissé aux agences. Et en gros, c'était pas bien heureux de procéder comme ça de notre point de vue. Le fait qu'il pouvait durer entre 45 minutes et 1 heure et que dans chaque agence, on pouvait en faire entre 3 et 4 par demi-journée. Et ça, ils disent que c'est la marge de manœuvre au niveau local. Alors, au niveau de la FSU Emploi, on pense que c'est quelque chose qui est qui ne va pas parce que ces déplacements sont des entretiens qui sont lourds. Ils sont lourds pour l'agent, ils sont lourds aussi pour le demandeur d'emploi parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations.
Et donc, nous, en fait, on préconise, et c'est une demande que l'on fait un petit peu partout, que ces entretiens soient calibrés sur 1 heure et qu'il n'y en ait que 3 maximum par demi-journée. Alors, on a donné là un exemple de planning qui pourrait tenir, mais voilà, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, on est plutôt sur cette préconisation-là. Parce que quand on dit que c'est lourd, on va aller sur la vignette d'après. Alors, je ne sais pas si elle va être trop lisible, mais en tout cas, hop, oui, tu y étais. C'est sur les DPA, en fait, il faut qu'on fasse tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut compléter le profil de compétences. Donc, les métiers recherchés, le projet, le parcours. Il faut compléter le diagnostic socio-professionnel, saisir les démarches dans l'organisation pour la personne, saisir la modalité de suivi d'accompagnement. Et là, par exemple, on voit que sur les agences qui sont dans l'XP MNSA, il y a quand même des gros soucis parce que l'outil informatique, il n'est pas adapté. Et ce qui fait que les collègues sont tenus de faire des tableaux un peu en parallèle pour pouvoir mettre ces personnes dans la bonne modalité de MNSA. Hein. Ensuite, donc, il y a aussi l'affectation du DE. Là aussi, pour les collègues qui sont sur des sites MNSA, ça ne marche pas non plus. Enfin, il faut signer le contrat d'engagement et il faut saisir un entretien de type EDA. Donc là, on voit qu'avec tout ça, 3/4 d'heure, c'est vraiment la course. Et beaucoup de collègues disent que ils sacrifient certains pans de l'entretien. Voilà. Donc, j'en reviens à ce que l'on disait tout à l'heure. La préconisation que nous formulons, c'est plutôt d'aller sur 1 heure d'entretien et 3 par demi-journée. Voilà ce stade où on en est sur l'inscription et un bilan sera fait ultérieurement par rapport à ça. Est-ce qu'on peut peut-être rajouter, Manu, par rapport à ce que je disais hein, sur les partenaires, il y a différentes choses. Alors moi, ce que j'ai noté, je peux me tromper parce que je ne suis pas sur le terrain, mais sur les DPA, hein, ça ne prévoit pas le démarrage d'accompagnement spécifique, notamment pour les travailleurs handicapés ou les habitants des QPV, si j'ai bien compris. Ce qui pose un certain problème. J'ai eu pas mal aussi de remontées de recalage avec des partenaires. Alors, des partenaires qui ne veulent pas prendre en charge, tu le disais un peu tout à l'heure. Des orientations qui ne sont pas opportunes parce que la préorientation, elle a oublié un certain nombre de choses. J'ai des collègues de temps en temps qui viennent me voir et me disent oui, j'ai reçu 2 personnes. C'est une femme seule avec 3 enfants en bas âge à charge. Et puis on l'envoie sur l'emploi, ça va être un peu compliqué, quoi. Exactement, tout à fait. Et il y a des manques de moyens de certains partenaires, hein, puisque selon les départements, on a des CD qui sont plus ou moins impliqués. Et même entre dans le même conseil départemental, entre plusieurs antennes, j'ai le cas par exemple sur la Saône-et-Loire, il n'y a pas de problème par exemple avec Mâcon. Par contre, sur Châlons, qui est la plus grande ville de Saône-et-Loire, il y a énormément d'orientations qui reviennent. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, ce qui est quand même pas très simple à gérer, quoi. On a aussi… Oui, vas-y, tu as une… Non, mais ça, ce que tu disais aussi, il y a des aspects aussi budgétaires par rapport à un certain nombre de conseils départementaux, on le voit, où il y a eu des coups franches qui ont été menés dans ces conseils départementaux, avec des coupes budgétaires, mais vraiment assez sévères. Et du coup, ça se ressent après dans la mise en œuvre des DPA et des personnes pour pouvoir suivre les demandes d'emploi. Ça, c'est une certitude. Là-dessus, c'est greffé aussi l'inscription automatique. Hein, on y viendra un peu plus tard, qui là aussi pose des difficultés, puisqu'il y a des demandeurs d'emploi qui sont inscrits automatiquement depuis le 1er janvier et ne savent même pas qu'ils sont inscrits. Et donc, on peut rencontrer là donc, des bénéficiaires du RSA notamment, avec, mais comme ils ne sont plus tenus de faire l'actualisation, des fois, ils arrivent et ils ne savent même pas qu'ils sont inscrits. Alors, voilà, donc c'est un carcan qui est assez compliqué actuellement à mettre en œuvre. Hein. Ce qui était un peu prévisible. Et puis, entre ceux qui ne savent pas et ceux qui ont oublié, parce que dans toutes les démarches, on n'est pas sur les publics les plus près de l'emploi non plus et moins en difficulté, on va continuer à avoir plein de gens comme ça qui vont se balader, être inscrits, plus inscrits, on va s'amuser 5 minutes. Emmanuel, tu voulais intervenir? Oui, je ne sais pas si je peux me permettre, parce que je ne serai pas là après 14h30, mais comme je suis sur le terrain,
Par rapport à ce que disait Manu, effectivement, enfin, l'histoire du DPA, qui est normalement le premier entretien de démarrage d'accompagnement, c'est totalement ubuesque parce que moi, je suis sur un bassin d'emploi où on a beaucoup de QPV. On nous demande évidemment de faire des actions très spécifiques pour ce public-là, qui est encore un des publics prioritaires parmi tous les autres. Il n'y a évidemment pas moyen de le détecter, donc ce qui veut dire que il y a il y a un EDO, ensuite un DPA vers un conseiller qui finalement n'est pas forcément le bon conseiller parce qu'on a des portefeuilles spécifiques QPV. Et donc au final, il va réorienter sur un autre collègue qui là, à ce moment-là, va enfin démarrer l'accompagnement. Au final, on se le dit 15 fois, ça prend plus de temps qu'avant. Enfin, c'est une machine infernale, quoi. Et alors, ça devrait être résolu pour les TH, mais bah, nous, par exemple, les QPV, ça ne le sera pas, quoi. Donc, franchement, et puis c'est sans compter sur tous les publics qui ne parlent pas français. Et autant vous dire que là, l'EDO se fait en physique, mais c'est pas parce qu'on a la personne en face que ça marche mieux, quoi. Donc, c'est absolument pas adapté, en tout cas, à tous nos publics spécifiques. Tout à fait. Alors, dans les autres difficultés qu'on a aussi sur certains départements, par exemple sur le département du Nord, pardon, oui, sur le département du Nord, on a des agences qui ont besoin de 250 plages par semaine. C'est pas possible au niveau du conseil départemental, donc ben, ça bloque. Et comme le DR de Hauts-de-France a interdit aux directeurs d'agence de contacter directement le CD, eh ben, ça avance pas. Donc il y a des orientations sauvages, enfin, on est vraiment sur un truc qui est vraiment problématique au niveau des ELD qui ne savent plus comment faire là-dessus. Ouais. Ouais. Moi, dans la région, et je termine, dans la région où je suis, c'est même pas qu'on a interdiction, c'est que le CD n'a aucune solution à proposer pour l'instant. Donc, il y a une orientation vers le conseil départemental et les collègues disent vous serez contactés, mais on peut pas dire autre chose parce qu'on ne sait pas quand. Et donc, on a tout un tas de publics qui s'inscrit automatiquement là. Ils sont absolument pas accompagnés. Et donc, dans l'attente d'être recontactés, ils sont où? Dans une faille spatio-temporelle. Oui. Non, mais je rigole, mais non, ils sont nulle part. Ben non, Ils sont pas accompagnés par France Travail. Ils sont dans nos listes d'EDE à affecter, mais qu'on n'affecte pas, évidemment. Mais ils sont suivis par personne. Mais on a rempli l'obligation de la LPE. Oui, c'est ça, mais du coup, on a une idée un peu de la durée de ce passage dans la faille spatio-temporelle ou pas du tout? Non, nous, on nous a dit quelques mois encore. Mais, oui, donc quelques mois, donc c'est quand même long. Ça veut dire que pendant quelques mois, ce qui avait été mis en place pour mettre en place justement un accompagnement plus rapide, on n'y est pas du tout, quoi. Non, mais nous, le conseil départemental n'a pas les moyens, visiblement. Oui, bah oui. Ça me rappelle les anciens PNI, c'est ça. partenaires non identifiés, où les gens pouvaient être dans les limbes pendant. Alors là, on était déjà. Alors, Michel, c'était pas non identifié, hein, c'était non informatisé. Non informatisé, pardon. Mais j'appelais ça. Le lapsus est révélateur. Ouais, j'appelais ça non identifié parce qu'effectivement, tu avais des gens qui se retrouvaient 2 ans après qui n'étaient toujours pas affectés et le terme m'est resté. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Il y a un autre problème aussi que vont faire monter des ELD, c'est que du coup, il y a des nouvelles alertes dans activité et pilotage qui génèrent une charge supplémentaire pour les ELD, si j'ai bien compris. C'est une catastrophe. Mais il y a des alertes qui sont liées aussi au contrat d'engagement parce qu'il y a des personnes qui sont inscrites automatiquement, qui n'ont pas signé de contrat d'engagement parce que forcément, elles ne savent pas qu'il fallait en signer un. Enfin, c'est un vrai bazar. Et c'est vrai que ça retombe sur, il y a des GDD les PAG qui doivent traiter ces alertes par rapport aux demandeurs qui n'ont pas de contrat d'engagement. Donc, c'est... Alors ça, c'est bien quand tu as une agence avec un PAG. Sinon, c'est le LD qui s'y colle. Oui, c'est ça. Exactement. Et je te confirme que c'est une charge importante. Ouais. C'est une charge importante en termes de temps. Et pas du tout intéressant. C'est de l'administratif. Tu suis que les gens soient bien convoqués. Et s'ils ne sont pas convoqués, tu déclenches manuellement un avertissement pour absence à entretien. Exactement. Ça ne se fait pas automatiquement. Et en parlant de ça, la collègue du Nord m'a dit qu'il y avait un certain nombre de problèmes parce qu'il y a des gens qui arrivent sur la liste des GL, enfin des gens à avertir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été vus par le partenaire d'orientation et qui traînent tellement longtemps que et ils passent un temps fou à gérer ça et éviter que les gens ils aient un avertissement et qu'ils soient radiés en plus alors qu'on vient de les inscrire. Même s'ils ne savaient pas qu'ils sont inscrits. C'est assez ubuesque.
On passe aux nouvelles modalités de suivi. Ok. Alors, rapidement, hein, peut-être là-dessus, bon, il y avait une expérimentation sur 2 modèles, hein. Un qui segmente selon les besoins, normalement, et un modèle qui est censé être plus itératif, qui prend pour base l'alliance de travail entre les conseillers, etc. Manu, tu me disais que globalement, la DG avait l'air de pencher pour un modèle 3, ce qui va… Ouais. Le problème actuellement, c'est que par rapport à CMSA, au départ, la direction générale, ils étaient plutôt partis sur le modèle 1. Hein, c'est-à-dire le modèle en fait par segmentation de public, avec aussi beaucoup de sous-traitance. Le souci, c'est que donc le modèle 2, qui était plus de l'accompagnement plus collectif, eh bien, en fait, avec l'inversion de la conjoncture économique, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu une poussée importante du nombre d'inscrits, avec aussi, donc du coup, tous les gens qu'on inscrit automatiquement, bah, tout ça fait que la direction, à un moment, il y a eu un flottement. On a mis en place depuis, mais on y viendra plus tard dans cette présentation, l'accompagnement intensif. Et donc, du coup, actuellement, ces nouvelles modalités de suivi d'accompagnement il doit y avoir un bilan qui doit être fait normalement au mois de juin. Eh bien, la question, c'est qu'est-ce que va faire la direction générale? Est-ce qu'elle va, du coup, vraiment déployer ces nouvelles modalités d'accompagnement, ou est-ce que, du coup, ce qu'elle met en place actuellement avec l'accompagnement intensif, c'est finalement le modèle qui va rester demain? Ben, là, pour l'instant, et à ce stade, on est au mois de mars, on n'a pas la réponse. Mais ça sent les collègues qui étaient sur le modèle 1, qui étaient très, très investis, on leur dit finalement, ben non, ce sera peut-être plus vous qui allez être retenu. Au modèle 2, on leur dit, ben ce sera à la limite plus vous, parce que comme il y a beaucoup de chômeurs, on va plutôt faire du collectif avec une logique de PAC, les packs de remobilisation, les packs de démarrage, etc. Bon, là, on est un peu entre deux eaux, et c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va, quoi. C'est ça qui est assez dérangeant. Et il y a un risque que des portefeuilles deviennent complètement délirants, quoi, parce que déjà qu'on a des portefeuilles hyper importants sur la modalité suivie, et là, la DG semble pencher pour faire augmenter encore le nombre de DE sur l'équivalent, hein, Complètement. avec Et ça, c'est en fait, c'est les ricochets de l'accompagnement intensif. Donc, sur cette semaine, dans tous les CSE France entière, il y a la présentation de l'accompagnement intensif. Donc, l'accompagnement intensif, alors, bon, je anticipe ce qu'il va être dit après, mais c'est 3 choses. C'est un portefeuille de 50 demandeurs d'emploi maximum. C'est un accompagnement de 6 mois. Et, mince, le troisième, j'ai oublié. 15 heures hebdo. Et 15 heures hebdo, voilà, c'est ça. Merci. Donc, ça veut dire que du coup, les personnes qui sont dans l'accompagnement intensif, les collègues qui auront ces portefeuilles-là, verront 100 demandeurs sur l'année. Mais donc, du coup, 100 demandeurs par portefeuille sur une année, on se rend bien compte que, alors, il va y avoir des portefeuilles pour les bénéficiaires du RSA. Il va y avoir les portefeuilles ACOGLO sont considérés intensifs. Tout ce qui est SEG et AIJ sont des portefeuilles intensifs. Il va y avoir des portefeuilles FSE dits innovants aussi. Par exemple, puisque c'est celui-là qui me vient en tête, on a, quand il y a des équipes spectacles, par exemple, eh bien, il peut y avoir un portefeuille d'accompagnement intensif spectacle. C'est ça l'innovant. Mais du coup, quand on met bout à bout sur chaque site tous les portefeuilles d'accompagnement intensif, eh bien, on se dit, bon, OK, 50 demandeurs d'emploi par portefeuille sur une durée de 6 mois, mais quand on regarde les DEFM qui ont explosé sur tous les sites, on se rend bien compte que du coup, à un moment, il va falloir les mettre dans des portefeuilles. Ce qui signifie qu'on va avoir des portefeuilles qui vont vraiment fortement, qui vont exploser. Alors, bien sûr, l'établissement va toujours continuer sa politique de sous-traitance, mais pour autant, les portefeuilles guidés qui vont perdurer, les portefeuilles suivis, sachant que dans le cadre du plan d'efficience, il y a une volonté de limiter le nombre de portefeuilles suivis à un maximum par site,
voire à 1 par bassin. Donc ça, c'est des détails qui vont être mis en place prochainement. Mais on se rend compte que du coup, il va y avoir ceux qui vont être chanceux entre un demandeur d'emploi qui pourront bénéficier de l'accompagnement intensif et les autres qui seront dans des portefeuilles gigantesques. Je peux dire un mot là-dessus? Bien sûr. Moi, je suis à Montauban, conseiller entreprise. Hein. On est dans l'expérimentation MSA, modèle 1. Oui. Donc, quelques éléments d'éclairage. On a démarré sur des portefeuilles EM immédiatement employables, qui sont des gens qui ne sont pas suivis. La seule action à accomplir et la seule qui était définie comme étant pertinente étant la proposition d'offre d'emploi. Ça fonctionne très mal. Donc on a démarré CDE avec un portefeuille. Les CDE avaient un portefeuille de demandeurs d'emploi d'une 50aine pour tester, qui était soi-disant en raccord avec nos expertises sectorielles. On a abandonné l'idée au bout de quelques mois. On n'a réellement pas démarré l'expérimentation sur ce champ-là, tout simplement parce que les collègues CDE de mon équipe en tout cas, étaient pour une grande partie d'entre eux n'avaient jamais fait d'accompagnement de demandeurs d'emploi, ils avaient fait que de l'entreprise, et parce que l'idée n'a pas réussi à le mettre en place devant toutes les contraintes qu'il y avait, devant les 50 millions d'autres choses à faire. Voilà. Mais d'après ce qu'on a compris, enfin, les demandeurs d'emploi affectés en EM immédiatement employables, ça représentait un nombre faramineux, dont une très grande majorité n'était pas en réalité immédiatement employable. Ça, c'est le premier problème. Et ensuite, le deuxième segment qui était RE, recherche d'emploi, donc les demandeurs d'emploi en recherche d'emploi, c'est le segment sous-traité, à au moins 80%, avec un sous-traitant qui est une agence d'intérim, enfin qui a fait un petit truc sur le coin pour reprendre ce marché-là. On a peu de retours sur leur efficacité, ça semble pas très efficient, pour dire les choses de manière un peu douce, voilà. Et on se retrouve avec de plus en plus de demandeurs d'emploi dans cette expérimentation qui reviennent en suivi dans l'agence RE. Ça a l'air d'être catastrophique. On a 4 conseillers qui s'occupent de EM, qui sont des CDDE, plus les 7 conseillers CDE qui étaient théoriquement avaient un petit portefeuille, ça s'est arrêté. À l'équipe entreprise, on a de manière pragmatique absolument aucune relation avec les collègues qui sont en charge du EM. Alors que le but quand même, c'était qu'il y ait un rapprochement. Ils sont dans l'équipe CDE, c'est des CDDE affectés à EM qu'on a mis dans l'équipe CDE. Une espèce de volonté de faire une synergie qui avait du sens dans l'absolu, dans une optique travailliste, mais elle a du sens. La pratique, c'est que ça marche pas du tout. Sachant qu'en plus on a un collègue qui est un CDD là-dedans, qui vient d'intégrer un CDI, qui avait fait que des CDD en équipe entreprise, donc qui est vraiment un profil externe excellent pour l'établissement et qui est vraiment orienté retour à l'emploi, quoi. Et qui connaît très bien l'équipe à Montauban. Voilà, je l'ai en partie formé. Enfin voilà, on a vraiment des bons rapports et une très, très grande proximité. Ça marche pas quand même. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette expérimentation? On n'a pas entendu parler de modèle 3. On n'a pas eu de retour sur l'abandon, la continuation du modèle 1 ou 2. On n'est pas informé. On navigue vraiment dans le flou avec ça. Je ne sais pas ce qui se passe, moi, de vue de l'équipe CDE, je ne sais pas ce qui se passe sur les autres segments, les renforcer, j'en sais rien du tout. Voilà, en gros, ce qui se passe, quoi. On est en train on a l'impression que ça s'engage vers un abandon, une voie de garage, un abandon doucement de cette idée-là, quoi. En plus, ça fait quelques mois qu'on a observé que les chargés de projet au niveau de la DG avaient diminué en qualité. C'est-à-dire qu'on avait des gens, mais on avait des gens un peu impliqués, un peu opérationnels au départ, quoi, qui avaient un peu une vision un peu stratégique, enfin, qui dirigeaient les affaires, et puis petit à petit, les intervenants niveau DG se sont retrouvés, on va dire ça gentiment, de moins bonne qualité, moins impliqués, voilà. Enfin, ça ressemble à un lâchage de l'histoire au niveau DG, quoi. Voilà les quelques éléments qui me semblaient, peut-être, vous pouvez ajouter trois choses avec mon regard. Ouais, sur les intervenants de DG, il y a 2 choses. La première, c'est que la DG fait des missions de 18 mois.
et que quand la personne arrive au bout de sa mission 18 mois, alors déjà, il a intérêt d'avoir prévu son retour parce que la DG s'en occupe pas trop. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il est remplacé, ce qui veut dire que tu as un nouveau qui arrive qui ne connaît pas forcément le dossier, voire quelqu'un que la DG veut placer avec des recrutements externes, des cabinets de consultants, etc., qui ont des grandes idées très générales, mais qui ne connaissent pas le terrain, donc qui pensent que le système va marcher très très bien tout seul et qui ne connaissent pas tous les écueils. Donc ça, c'est une des problématiques. La deuxième problématique que je soulevais, c'est le rapprochement CDE, CDDE. Hein. Bon, ça fait 10 ans qu'on est dessus. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera vraiment un jour. Et puis la troisième qui va arriver, elle n'est pas encore là pour le moment, c'est que le volume énorme de sous-traitance, il est lié aussi avec une nouvelle orientation DG. On revient à fond sur le paiement résultat. Sur les prestations, ce qui a été fait à un moment, qui s'était calmé à un autre, et là on revient à fond, ce qui vont donc dire qu'on va avoir des prestataires qui vont essayer de faire sortir les gens ou de s'en débarrasser rapidement s'ils pensent qu'ils vont pas pouvoir leur trouver de boulot. Donc ça, c'est aussi des conséquences, alors qu'on va pas voir tout de suite, mais qui vont sûrement arriver parce que dans la plupart des régions, on avait des retours comme ça, quand le paiement est beaucoup au résultat, ben voilà, surtout si le marché du travail n'est pas terrible. Ouais, pour le sous-traitant chez nous, là, l'exemple criant, c'est que, bon, d'abord, c'est à la base de l'intérim. On a fait une visio avec eux au départ de l'expérimentation pour qu'ils nous expliquent leur mode de travail avec les conseillers. Ils nous ont expliqué des choses qui n'étaient absolument pas dans le cadre de l'appel d'offres de la DG, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous ont expliqué, nous, conseillers, leur mission telle qu'ils la voyaient, qui était de faire du vivier et d'envoyer les gens au travail via leur logique d'intérim, etc. Alors que la mission, enfin, le cahier des charges était de les outiller pour qu'ils reviennent dans EM, semble-t-il. Donc déjà là, c'était hallucinant le décalage, quoi. Avec des gens qu'ils ont embauchés exprès, qui n'avaient même pas d'ordinateur, enfin, la grande débandade, quoi. Alors, on l'a rajouté là parce qu'il n'y avait pas de créneau spécifique. On a rajouté une petite diapo sur les psychologues du travail puisque c'est quelque chose qui a été intégré un peu dans France Travail. Le bouquet de services des psychologues du travail a été testé pendant un certain temps. Il a été présenté en janvier. Donc, ce qu'on peut noter, c'est quand même qu'il y a des choses intéressantes parce que ça permet peut-être de mieux mettre en place l'activité des psychos au sein des unités. Peut-être qu'Olivier pourra nous en dire un petit mot, hein, d'avoir une reconnaissance un peu plus forte et puis une visualisation de ce qui s'est fait et puis d'éviter certaines craintes comme on pouvait les avoir, qui étaient d'avoir des portefeuilles DE pour les psychos, ce qui était un non-sens, etc. Il y a, donc ça c'est vraiment des choses intéressantes. Il y a deux vigilances, c'est que la formation des psychos reste un parent pauvre. Il n'y a quasiment rien au niveau de l'établissement. On nous dit que ça va arriver, mais ça arrive quand même très doucement. Et puis, il y a le souhait, puisque maintenant la DG veut tout mesurer, de mesurer l'activité des psychos en termes de bâtons, ce qui n'est pas forcément idéal. Mais j'ai été vite. Olivier, tu peux peut-être nous en dire un petit mot si. Ouais. Il y a beaucoup de choses en fait, si tu veux, là sur ce point. En fait, avec le bouquet de services. On va faire un petit résumé parce que c'est pas le. Ouais, non, très vite. Ouais, très vite, c'est qu'effectivement, c'est l'évolution de l'offre de service des psychologues du travail au niveau national. Effectivement, l'idée, c'est qu'on passe d'une logique de prestation à une logique de service. À savoir que les conseillers, plutôt que d'adresser sur des prestations réalisées par les psychos, l'idée, ça serait de prendre rendez-vous avec des psychos. Et après, le psycho, il fait le boulot qu'il a à faire. Ça, c'est pour les demandeurs d'emploi. Je le fais très vite, hein. Et après, effectivement, il y a 3 autres volets. Alors, c'est 80% de l'activité des psychos quand même. Tout d'un coup, France Travail, Pôle emploi découvre que les psychos, leur activité essentielle, c'est de recevoir des demandeurs d'emploi, hein. Ensuite, il y a effectivement le volet alors, ils le classent par, je dirais, bénéficiaires, on va dire, naturels, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi puis les entreprises. En réalité, les personnes avec lesquelles les psychos interviennent, tout de suite après les demandeurs d'emploi, ce sont les collègues de l'agence. Ce ne sont pas les entreprises, hein. Donc, ils travaillent en proximité avec les collègues et forcément, ils ont cette relation quotidienne qui font que y a un travail qui se fait, qui n'est pas forcément institué d'ailleurs, hein, puisque c'est des échanges comme ça, un peu entre deux portes, où la personne bref, voilà, autour de questions liées à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou des entreprises. Alors, je vais aller vite sur le volet entreprise. La difficulté, c'est que
L'établissement a depuis des années dit que les psychos pouvaient intervenir sur ce champ, mais n'a pas vraiment travaillé jusqu'à présent, hein. Dans le cadre du bouquet de service, c'est un peu plus clair sur justement quels étaient les champs d'intervention des psychos sur ce volet. Il y en a deux grands. En gros, hein, c'est l'appui au recrutement et nous, ce qu'on appelle l'appui à la sécurisation de l'emploi. Mais il y a quand même à préciser des choses d'un point de vue juridique, méthodologique, déontologique, dans l'approche qu'un psycho du travail peut avoir en complément des collègues CDE, parce que l'idée, c'est pas de bouffer l'activité, et de pas bouffer l'activité des CDE, c'est bien d'être en complément comme avec les CDDE. Et ensuite, bah oui, il y a le développement des compétences, comme tu précisais, hein, à savoir qu'il y a des psychos qui sont dans les starting blocks pour aller sur l'entreprise, et d'autres psychos, c'est un peu plus compliqué. Et au niveau de l'offre de formation, voilà, la direction générale a dit qu'il y avait ce volet-là, mais n'a jamais mis en face de formation en lien, quoi. Donc, et puis pareil, il y a une évolution de l'activité des psychos par rapport aux demandeurs d'emploi qui fait qu'il y a des besoins de formation, en particulier sur tout ce qui concerne la psychopathologie du travail, tout ce qui est clinique d'activité. Et ça, c'est des choses un petit peu alors que l'ADG est en train de travailler, certes, mais voilà, ça avance, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. Merci Olivier. Alors, Sarah, le contrôle de la recherche d'emploi, Oui. Là, ça avance plus vite. Bah, oui, peut-être même un peu trop des fois, mais oui, donc sur le contrôle de la recherche d'emploi, donc encore un projet. Alors, oui, c'est la première page, là, Michel, on est sur la première page. Je crois. Attends, ouais. j'essaie. Oui, on est sur la première page. Bon. Donc, un projet issu de la loi plein emploi. Le Creux rénové donc, a été testé dans plusieurs régions là, pendant plusieurs mois. Et donc là, on passe à la généralisation. Donc, l'objectif est bien de contrôler plus et de contrôler le respect du contrat d'engagement. Dans ce qui est mis en avant aussi, donc, un accompagnement plus personnalisé par l'organisme référent, donc pas seulement par nous, France Travail, mais également par les autres organismes qui accompagnent, et une obligation pour chaque organisme référent de contrôler le respect des engagements des personnes qu'ils accompagnent. Alors, pour l'instant, nos partenaires n'ont encore pas mis en place grand-chose hein, pour le contrôle de la recherche d'emploi, mais chez nous, c'est aller plus vite. L'objectif est bien donc de mettre en place des nouvelles procédures de contrôle, donc principalement basées à partir de cette généralisation-là sur du contrôle sur dossier. Donc ce que l'on a connu avant avec majoritairement des contrôles qui se faisaient par téléphone, avec un questionnaire et effectivement aussi une analyse du dossier. Tout ça va être un peu mis de côté et on aura 80% des contrôles basés uniquement sur donc le dossier du demandeur d'emploi. Pourquoi? Pour gagner du temps, hein, parce que vous le savez, donc le nombre de contrôles va fortement augmenter, on le verra dans la diapo précédente, mais l'objectif est bien de gagner du temps. Donc tout ce qui faisait pour la direction perdre du temps, c'est-à-dire les entretiens téléphoniques et les questionnaires, on les met de côté donc dans le Creux rénové. Qui est mis en place aussi avec ce nouveau Creux, donc c'est une coordination des plateformes avec le réseau, donc pour garantir la continuité des contrôles et l'information du réseau. Dans les expérimentations, on avait la mise en place de référents Creux dans chacune des agences qui étaient entrées dans les expérimentations. Et là, dans le projet de généralisation, il ne parle plus de mettre en place systématiquement un référent. Donc, ce sera bien à la décision de chacun de nos directeurs régionaux, alors que c'était une obligation et un point pour que ça fonctionne correctement dans les expés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être aussi regarder dans vos régions. Est-ce que vos directeurs régionaux mettent en place ces références qui facilitent quand même le travail entre les agences et les équipes du Creux? Ils seront mis en place également des nouvelles requêtes, donc des requêtes qui seront données aux conseillers Creux pour les contrôles. Les frontaliers, les ruptures conventionnelles, etc. On voit dans ces nouvelles requêtes quand même une stigmatisation de certains publics, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis, donc dans cette généralisation, de nouveaux outils qui sont censés donc faciliter la montée en compétence des conseillers Creux, mais dans tous les outils qui étaient donc promis, une partie de ces outils manque encore à l'appel aujourd'hui. Et donc, les conseillers au Creux aujourd'hui rament encore quand même justement à cause de certains de ces outils qui manquent.
Donc, dans le Creux rénové, on a surtout donc, le transfert de la gestion de la liste des agences vers les équipes du Creux et une augmentation de 50% des contrôles par an entre 2025 et 2027. Donc, ce qui est quand même assez énorme pour chacune de nos régions. 50% d'augmentation pendant 3 ans, ça fait une charge de travail qui augmente considérablement. Alors, on nous parle d'effectifs qui seront renforcés sur le Creux, mais évidemment à moyen constant sur les régions. Donc, ça veut dire que les nouveaux conseillers Creux qui seront recrutés seront pris sur d'autres activités en agence. On parle de redéploiement aussi des fonctions support. Tout à l'heure, le collègue parlait des pôles appui. Donc là, il y a une pression assez importante sur les agents des pôles appui où la direction vient elle-même leur proposer des postes sur les plateformes sur le Creux. Donc, les renforts seront aussi, dans ce qui est annoncé, assez largement basés sur des CDD. Donc, 4,5 jours de formation pour ces CDD qui vont rentrer donc avec aucune connaissance des missions de France Travail. Et là, sur un contrôle uniquement sur dossier avec des gens tout nouvellement recrutés, ça va quand même être compliqué. On peut quand même se poser la question de la qualité des contrôles qui seront faits et de la pertinence de tout ce travail-là. Le transfert de la charge de la gestion de la liste dans les régions qui ont expérimenté n'a pratiquement pas été évalué. Ça a été fait au doigt mouillé. Donc, les Creux récupèrent, mais qu'est-ce qui est mis en place en face en termes de renfort? Ça n'a pas été évalué. En tout cas, les directions n'ont pas été capables de nous le dire. Et puis, donc là, je reboucle avec l'avenir incertain des pôles appui. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on sent que la direction veut supprimer les pôles appui. Je pense qu'ils se sont aussi appuyés sur ce projet de Creux rénové pour justifier la disparition des pôles appui, sans qu'aujourd'hui, ces directions soient capables de nous dire ce qu'ils projettent pour nos collègues des pôles appui. Donc, certains seront peut-être positionnés sur des plateformes, mais les plateformes ne sont pas dans chacune des agences. Les plateformes sont regroupées et centralisées dans les régions. On a des collègues qui ont des difficultés et qui ne voudront pas de mobilité. On a des collègues aussi chez qui on fait pression pour reprendre un poste de conseiller, mais certains du pôle appui ne souhaitent pas et n'ont jamais été au contact du public. Donc là, il y a quand même des choses à surveiller sur les collègues des pôles appui. Tu peux J'ai vu passer à… le Oui. décret du Creux était passé, j'ai vu ça cette semaine, non? Oui. Ce qui suffira peut-être pas d'ailleurs, il faut les textes d'application, mais Non, mais en tout cas, comme souvent dans les expérimentations chez nous, je veux dire, on n'a pas vraiment de bilan des expérimentations, de bilan détaillé, qualitatif et quantitatif, mais malgré tout, ils passent à la généralisation. Donc, dans les alertes, ce que je disais tout à l'heure, donc le nombre de contrôles qui explose, une charge de travail sur le Creux qui va être très, très importante, principalement sur dossier, donc sans contact avec le demandeur. Les agents insuffisamment formés, non seulement les nouveaux recrutés, les CDD qu'on va recruter, mais également des collègues qui n'ont jamais exercé ces fonctions-là. Un taux de radiation suite à contrôle qui risque d'augmenter. Alors, le nombre va augmenter puisque de toute façon, le nombre de contrôles augmente. Donc, mathématiquement, le nombre va augmenter. Aujourd'hui, sur les expérimentations, ma région a été expérimentatrice. Avec le Creux rénové, on n'a pas vu exploser le taux de radiation. Mais parce que peut-être on est encore dans l'expérimentation. Le risque, c'est que non seulement on contrôle plus, mais qu'on soit plus raide sur les contrôles et qu'on aille plus vers la radiation que ce qui était aujourd'hui. Dans ma région, actuellement, sur l'ensemble des contrôles, on est à peu près à 14% de radiation sur l'ensemble des contrôles effectués. Le reste, c'est plutôt de la remobilisation et constater que le demandeur d'emploi fait son boulot et recherche du boulot. Il faudra surveiller aussi à l'avenir, là, dans les mois à venir et les années à venir, le taux de radiation, voir un peu à combien on passe et si le taux de sanction augmente. Les réclamations, donc aussi les réclamations en agence, parce que le contrôle et donc la sanction, la radiation viendra
du creux, certes, mais l'interlocuteur du demandeur d'emploi, c'est quand même son conseiller en agence. Donc, il va falloir aussi surveiller l'augmentation des réclamations en agence et voir comment on les gère, qui les gère, s'il y a un référent creux en agence ou pas, et les tensions qui vont avec ces demandeurs d'emploi qui viendront en agence comprendre en fait pourquoi ils ont été radiés. Dans les alertes, ce qui est aussi assez navrant, c'est qu'on voit avec ce contrôle sur dossier, et principalement sur dossier, pratiquement uniquement sur dossier, qu'on déshumanise complètement en fait, hein, le contrôle de la recherche d'emploi. Ce qui se voulait être un contrôle pour redynamiser, proposer notre offre de service, passe quand même de plus en plus vers quelque chose d'automatique. On ne veut plus avoir de contact avec le demandeur, ni en agence, ni au creux, ni par téléphone, ni par questionnaire, et sans qu'on puisse expliquer ni le motif de sanction ou entendre en tout cas les explications du demandeur sur sa recherche. Donc on voit le creux rénové est plutôt orienté contrôle et sanctions plutôt que redynamisation, ce qu'on a connu sur les premières années du contrôle de la recherche d'emploi. Alors je ne sais pas si dans vos agences, dans vos régions, si vous étiez en expérimentation et s'il y a des craintes par rapport à ce creux rénové, mais si c'est le cas, vous pouvez le partager. Sarah, moi, si je peux me permettre, Oui. Tu l'as très justement dit, le demandeur d'emploi, quand il va avoir un souci, va se retourner vers son agence. Oui. C'est vrai que dans l'agence, on est assez démunis. Alors certes, ils ont fait évoluer le scanner autonome puisqu'on peut envoyer maintenant directement des réclamations sur ce scanner autonome via le creux. Mais pour autant, la difficulté, c'est que les gens, ils viennent en agence, on est confronté directement à eux. Et pour eux, le creux, c'est un truc qui est assez loin. Et après, en agence, on va pas leur dire, écoutez, faites un écrit et scannez-le. Moi, ce que je crains, c'est que ça soit un petit peu juste par moment, quoi. Oui. Parce que les gens, ils vont vouloir des réponses assez rapidement, alors qu'avant, avec la gestion de la liste en direct, c'était quand même un petit peu plus simple. Voilà. C'était plus simple parce qu'on avait quand même des explications sur le pourquoi d'une sanction quand elle était faite en agence et que le demandeur d'emploi venait. Alors que là, effectivement, ce sera fait par les services du creux, d'où la nécessité quand même d'essayer en fait d'imposer aux directeurs régionaux la mise en place de ces référents creux, parce que si malgré tout il y a un référent creux, alors qu'il sera peut-être pas toujours disponible et pas toujours présent dans l'agence, mais ça peut permettre de pouvoir donner des explications, parce que sinon on va se retrouver face à des demandeurs d'emploi un peu tendus quand ils viennent suite à un avertissement ou à une radiation. Et si on n'est pas capable de leur donner des éléments qui ont amené à cette sanction, on risque d'avoir des tensions assez importantes. C'est ça. Alors, le volet entreprise peut-être, alors on en parle beaucoup moins que le volet demande quand même, hein, notamment dans les CSE et autres. Je vous ai remis à titre d'exemple les engagements de l'établissement qui sont quand même à peu près les mêmes depuis 30 ans, hein. Toujours faire mieux pour les employeurs, proposer des meilleures candidatures, etc. Ça vous dira des choses. Ce qui est annoncé, c'est un retour de la prospection, donc qui a commencé à des niveaux différents, hein, puisqu'il y a ce qu'ils appellent les task force. Alors, ça va rappeler, pareil, le passé, puisqu'on a des équipes de prospection, on a eu de la prospection par la poste dans certains coins. Ça résout absolument pas le problème, puisque c'est bien de ramener des offres, mais après, il faut avoir des candidatures. Et puis, ramener des offres, quand on le fait faire par des prestataires privés, ils ne ramènent pas forcément les offres qui vont être celles qu'on peut pourvoir. Ça pose question, hein. Avec en plus une baisse attendue du nombre de CDE, hein, puisqu'il va bien falloir rajouter des conseillers sur l'accompagnement intensif. On a dit qu'on en prendrait. Alors, on le verra tout à l'heure dans les fonctions support. On apprendrait sur certains postes, sur les PAG, etc. Mais là, la DG a annoncé qu'il y avait une cible à 19% de CDE. Alors, je ne sais pas combien il y en a à l'actuel, on n'a pas eu le chiffre, hein, qui est la même d'ailleurs que les GDD. C'est la cible de 19% de CDE, 19% de GDD. Alors, pourquoi 19%? Je ne sais pas, c'est peut-être un chiffre que la DG a trouvé comme ça.
On nous annonce la prestation de conseil aux PME, TPE. Alors ça, c'est pareil, c'est pas nouveau, hein, on a déjà eu des choses comme ça. Le collègue de Montauban parlait des portefeuilles DE, donc ça, on va pas y revenir, hein. Et puis, dans la transparence du marché du travail, il n'y a aucune obligation pour les employeurs dans la loi plein emploi. Donc, au niveau de la transparence, c'est pas forcément gagné. Alors, dans certains bassins, on a commencé à reprendre les contacts aussi avec les partenaires pour se caler, mais c'est pareil, c'est pas nouveau. Ça, c'est des expérimentations qu'on a eues depuis un paquet de temps. Voilà, donc ça avance doucement. Alors peut-être dans certaines agences, ça va un peu plus vite, hein. Je ne sais pas, à Montbard, vous étiez un peu là-dessus, mais je ne sais pas si vous avez beaucoup plus de nouveautés. Tu disais, Michel? Sur les expérimentations avec tout ce qui est entreprise. Expérimentation, on n'en a pas eu, parce que la Poste, ça remonte à loin, puis ça n'avait jamais rien donné. Ouais. Ça a mis en place des TFE avec les partenaires, avec la difficulté avec la loi plein emploi. Nous, on est à fond dedans. Les partenaires, des fois, nous regardent un petit peu, voir comment on agit, comment on réagit, mais ils se sentent souvent moins impliqués que nous. Alors, c'est tout un art on nous demande d'amener des partenaires à travailler avec nous, de mutualiser les moyens sur de la pros, faire des retours, sachant qu'on n'a pas les moyens d'outils pour mutualiser l'information, partager les relations entreprises qui sont faites. Donc, c'est pas simple, on est sans forcément moyen, mais il y a l'idée de faire plus ensemble. Avec la difficulté là, c'est qu'on a moi des objectifs de prospection qui sont complètement déraisonnables par rapport à ma ressource. Voilà, donc sur ce sujet, il y a une expérimentation qui est en cours sur un applicatif en fait qui va être commun aux partenaires sur toute la relation entreprise. Ils sont en train de tester ça. Ça s'appelle Oscar. Alors, je ne sais pas s'il y a des régions qui en sont bénéficiaires. Et là, l'idée, c'est de partager les données autour de la relation employeur avec mission locale, Cap Emploi, voire au-delà. Alors, nous, on avait CRM avec Salesforce, Alors, il y a le CRM en plus, ouais. mais qui ne fonctionnait pas, très mal, qui n'était pas du tout adapté à nos besoins, qui correspond à des entreprises qui vont faire des plans de prospection par centaines, voire milliers, sur du démarchage, ce qui ne correspond pas du tout. Nous, on a une idée très claire des entreprises qu'on veut aller, on est sur quelques dizaines, hein. Sur mon site, c'est 60 entreprises, hein, donc CRM n'était pas du tout adapté. De toute façon, ils ont eu accès, je crois, un mois avant la fin, donc nos partenaires. Là, c'est un outil en plus du CRM, parce qu'il multiplie en fait des XP différentes, sûrement pour voir qu'est-ce qui marche pas au final. Oscar est prévu pour être le remplacement de Dune, à ce que j'ai entendu dire. C'est Map versus Ode. Oui, quand on l'ouvrira aux partenaires. Pour l'instant, c'est juste en phase d'expérimentation. Oui, mais nous, on a présenté Oscar comme étant le réhabillage de Dune, façon Map réhabillé en Ode, mais pas du tout vers les partenaires. Ah si, Oscar, c'est ouvert c'est l'objet même, c'est l'ouverture aux partenaires. Oui, il doit y avoir, ces aspects, bien sûr, logiquement est inclus dedans, mais voilà, c'est surtout comme ça qu'on l'a vu. Mais avec une annonce pour l'année prochaine, et puis en off, que ce serait sans doute plus tard, quoi. Pour le déploiement partout, quoi. Ça démarre au Pays de Loire, en tout cas, là, printemps. En XP, oui. En XP. Mais c'est vrai qu'on en reparlera sur les applicatifs partenaires, c'est pas gagné encore. Oui, Manu. Justement, c'est la bonne transition. Je ne sais pas comment. Ah oui. Non, mais vas-y, Manu. Non, vas-y. Non, c'était moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce que je sens, c'est que l'établissement, en fait, est en train de refaire une bascule comme il est capable de faire tout vers les DE, tout vers l'entreprise à des moments. Et là, l'impression, c'est que au départ, donc, on a fait le France Travail Pro, là, en début d'année, qui devait être vraiment le summum par rapport à l'entreprise, avec la pros, etc. Sauf que j'ai l'impression qu'avec le nouveau modèle Opéra, ce qu'a dit Michel, là, avec 19% de CDE en cible, du coup, sur les sites, ça va faire moins de CDE globalement. Alors certes, ils espèrent avec l'IA, etc. Mais pour autant, on sent qu'il y a un balancier un peu plus vers la demande d'emploi maintenant que vers l'entreprise. Voilà. Alors, il faudra voir sur la suite à venir si ça se confirme ou pas. Mais bon, voilà, c'est des coups de balancier qu'il faudra surveiller sur l'avenir.
Vas-y Philippe, l'enchaînement, Bernard te l'a amené sur un plateau. Voilà, donc le sujet du partenariat, donc là on parle du réseau pour l'emploi évidemment, hein, c'est la nouveauté avec la création de France Travail et la loi plein emploi, la mise en place du RPE, donc réseau pour l'emploi. Là on va parler surtout du premier cercle qui est d'actualité. Premier cercle, donc c'est-à-dire les collectivités, conseils départementaux, conseils régionaux, collectivités locales, missions locales, Cap Emploi et évidemment France Travail et État. Le deuxième cercle arrivera probablement plus tard, chaque chose en son temps. Donc l'ambition du législateur, c'est effectivement une plus grande efficacité du service public de l'emploi pour mieux coordonner l'action publique en matière de politique de l'emploi. Donc ça part évidemment d'un bon sentiment. On voit que c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, ça se base sur d'abord l'échange de données entre les partenaires. On y reviendra, c'est loin d'être simple. Dans l'idée d'éviter de faire balader le demandeur d'emploi d'une institution à une autre, mais qu'il puisse le dire une fois pour toutes et que ça soit enregistré dans les SI qui communiquent. C'est aussi l'ambition de partager les communs métiers, les communs méthodologiques autour de l'orientation, du diagnostic, de l'accompagnement intensif, du contrat d'engagement. Donc, avoir des communs pour ne pas avoir de manière séparée en silo des outils différents, dans l'idée de faciliter, fluidifier les parcours des demandeurs d'emploi. Du coup, des communs numériques, on va le voir, notamment informatique, mais pas que. Et puis, des indicateurs communs. On avait déjà commencé avec les Cap Emploi autour du rapprochement Cap Emploi Pôle Emploi. Et là, ça se généralise au travers des fameux tableaux de bord du réseau Pôle Emploi avec des indicateurs communs. Donc, l'idée, c'est d'être plus efficace, mais on voit que derrière, il y a quand même l'idée surtout de faire des économies à terme. D'ailleurs, ça a donné aussi des idées à certaines régions qui ont commencé à couper les ailes à nos partenaires. Je pense aux missions locales, par exemple. Il y a plusieurs régions où les financements ont carrément été coupés, comme en Pays de Loire, auprès des missions locales. Hein. Ils ont supprimé carrément leurs subventions, ou dans d'autres régions où ils ont supprimé une part des subventions. Donc obligeant certains partenaires à de plus en plus ne pas compter sur des financements structurels, mais plutôt conjoncturels, à répondre à des appels à projets, à répondre à des appels à manifestation d'intérêt, et bien, j'allais dire, à quand notre tour là-dessus. Donc voilà, plutôt une logique, à mon avis, à terme, alors pas pour l'instant puisque ça se met en place, mais à terme, une logique d'économie, une logique comptable. Et puis, la grosse difficulté, alors là, tu as été un peu vite, je vais essayer de faire le plus vite possible, et si on peut revenir sur celle d'avant. Ouais. Excuse-moi, oui. Non, encore, voilà, remonte, voilà. Au travers donc on verra la mise en place des communs qui est complexe à mettre en œuvre et on parlera des ressources. Sur le sujet des instances, puisque ça aussi c'est la nouveauté, de nouvelles instances du réseau Pôle emploi. Le législateur avait la volonté aussi de simplifier le nombre. Vous savez, le discours, il y a trop de structures, trop de comités théodules, trop d'instances. Donc l'idée, c'est de simplifier. Donc on a créé plusieurs niveaux d'instances autour du réseau Pôle emploi, national, comité régional, comité départemental, comité local. Donc une belle idée là aussi à l'origine, permettre aux acteurs au niveau territoriaux de pouvoir échanger entre eux. Alors on s'aperçoit d'abord que c'est complexe à mettre en œuvre, qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de la table, même si tous n'y sont pas, d'ailleurs certains s'en plaignent, et d'autre part, il y a beaucoup de sujets autour de la sphère emploi, formation, insertion, et que de fait, au lieu de simplifier, on est en train de superposer les instances, parce que moi, je ne sais pas vous, mais dans mon territoire, il n'y a pas beaucoup d'instances qui ont été supprimées, et on a toujours nos instances autour du handicap, nos instances autour de l'IAE, nos instances autour du public migrant, etc., etc. Donc pour l'instant, on voit plutôt un millefeuille, un entassement des instances, puisqu'on s'aperçoit que, par exemple, dans chaque niveau territorial, il peut y avoir une sous-commission en charge du sujet du handicap, une sous-commission en charge du dossier des jeunes, une sous-commission en charge de l'IAE. Donc ça ne simplifie pour l'instant en rien, et en plus ça nous demande, puisque je vais y revenir, France Travail a un rôle, une mission pour le compte de tous, ça nous demande au contraire des travaux supplémentaires. Et en plus, il n'y a pas d'articulation forcément entre les différents niveaux territoriaux. Chacun jouant sa partie, sachant que la présidence de ces instances est une présidence partagée, État, collectivité. Donc ça rajoute de la complexité à l'ensemble. Là, c'est bon, tu peux
Enfin, sauf s'il y a des questions, des commentaires, tu peux passer à. Donc concrètement, à titre d'exemple, c'est l'impact de la loi plein emploi depuis le 1er janvier et de l'interconnexion des systèmes d'information, puisque le réseau pour l'emploi, si on dit, bon, l'idée d'un SI, ce qu'on appelle le SI plateforme, partager les données, éviter que le demandeur d'emploi ait à répéter 36 000 fois la même chose, donc il faut interconnecter les systèmes d'information. Donc là aussi, on peut pas être contre, si ça peut permettre de fluidifier les parcours. Donc concrètement, aujourd'hui, il s'agit surtout des conseils départementaux, j'y reviendrai, avec deux possibilités pour eux, et ils ont dû faire des choix. Soit ils prennent l'outil France Travail, donc l'outil qu'on appelle suivi de parcours, qui est l'équivalent de MAP pour les partenaires, donc l'outil clé en main, soit ils décident de prendre les interfaces informatiques, ce qu'on appelle les API, pour interconnecter leur système d'information avec le nôtre, ce qui pose aussi des problèmes, puisqu'en plus, chaque département a son propre système d'information, ses propres éditeurs de logiciels, voire ses propres applicatifs. Donc c'est pas simple. Les missions locales aussi sont concernées, puisqu'ils sont à la fois sur un projet qui s'appelle Convergence d'ailleurs, d'interconnexion entre Imilou, leur système d'information, et le nôtre. Et parallèlement, ils expérimentent aussi dans la région de Michel, Bourgogne-Franche-Comté et Pays-de-Loire, l'accès à suivi de parcours sur le module diagnostic socio-professionnel. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de l'élargir à d'autres partenaires demain, quand tout sera calé. Donc, le SI, évidemment, ça structure les interventions des professionnels. Donc, il y a un enjeu de cohérence, je disais, de continuité et de suivi de parcours. Sauf que tout ça ne s'improvise pas. Sauf qu'on a un peu l'impression que ça a été improvisé. Si on prend l'exemple des conseils départementaux, alors, je vous épargne de la complexité avec des systèmes d'information très différents, mais en fait, on a eu un peu l'impression que rien n'avait été pensé au préalable, le projet n'avait pas été préparé. Donc aujourd'hui, on le voit, puisque dans le réseau, les conseillers râlent, puisque les décisions d'orientation, on en parlait, des bénéficiaires du RSA orientés par les conseils départementaux qui doivent arriver dans nos flux, ça ne fonctionne pas encore, loin de là. Il y a eu de grosses difficultés informatiques, puisque l'outil suivi de parcours n'était pas complètement adapté aux besoins. Ils n'ont pas eu de base école, il n'y avait pas de documentation technique pour les partenaires, il n'y avait pas de pas à pas. Enfin, en fait, rien n'était prêt. Les API avec les éditeurs de logiciels, donc les interfaces informatiques, les éditeurs n'étaient pas prêts. Donc, ils ont dit, non, nous, on ne sera jamais prêt pour janvier. Donc, au mieux, ils vont être prêts pour juin. Donc, vous voyez, on a 6 mois dans la vue pour les interconnexions. Donc, la DSI a été obligée aussi, du fait de ce retard des éditeurs de logiciels des conseils départementaux, d'installer en fait ce qu'on appelle des solutions transitoires, en demandant aux conseils départementaux de partager les données de l'orientation des bénéficiaires du RSA sur filaire. Vous imaginez bien, ça n'a pas trop marché et c'est un bazar sans nom. Et ça a des impacts sur les process métiers, dans les alertes en agence, dans les activités de pilotage. Plus personne ne s'y retrouve. Et en plus, ça occasionne des instabilités globales du système d'information, avec un impact sur nos collègues de la DSI qui sont obligés d'avancer à marche forcée sur le sujet. Ils ont été obligés de déprioriser bon nombre de projets qui étaient prévus. Et là aussi, avec des dimensionnements de moyens qui n'étaient pas prévus. Et au final, là, à fin mars, on arrive à des partenaires aussi qui nous disent vous nous avez vendu un peu du rêve. La loi plein emploi, le système, le SI plateforme, tout devait bien marcher. Aujourd'hui, rien ne marche. Donc gros, pour l'instant, on est vraiment tout le monde est vraiment très circonspect. La mission pour le compte de tous, là, c'est une nouvelle mission qui a été donnée aussi par la création de France Travail et la loi plein emploi. L'idée, c'est qu'en plus de tout ce qu'on fait, on doit aussi être en appui donc sur les communs numériques. Donc, il n'y a pas que le SI, il y a aussi tous les applicatifs qu'on met à disposition, enfin les services qu'on met à disposition des demandeurs d'emploi ou des entreprises d'ailleurs. Donc, c'est Dora
l'outil qui permet d'avoir l'offre de services d'insertion sur le territoire, c'est Mes aides, par exemple, c'est immersion facilitée, etc., etc., etc. Donc, on doit être en appui des partenaires sur le sujet, on doit être en appui sur les communs méthodologiques. Le Comité national pour l'emploi valide un certain nombre de référentiels. Aujourd'hui, on a un référentiel autour de l'orientation. On va avoir un référentiel autour de l'accompagnement intensif, probablement en juin. On attend le décret sur le référentiel autour de sanctions, remobilisation. On en parlait avec le CRE. Donc, tout ça aussi, il va falloir accompagner nos partenaires sur ces sujets-là. Et puis, en plus, on doit aussi être en soutien de la gouvernance du réseau pour l'emploi. Alors qu'on demande à France Travail, sur les différents niveaux territoriaux, de préparer, d'apporter des éléments de diagnostic, des éléments de données, de data, des éléments d'analyse. On leur demande aussi de préparer plus ou moins les sujets. Et tout ça, c'est le problème des ressources, puisqu'on parlait d'efficience, on n'a aucun moyen supplémentaire. Alors, dans le réseau, évidemment, mais aussi dans les fonctions support. Aujourd'hui, tout ce travail qui est fait de mission pour le compte de tous, d'accompagnement à la transformation des partenaires autour des communs méthodologiques ou des systèmes d'information, c'est avec moins d'effectifs, puisqu'on parle d'une stratégie d'efficience. Donc, faire plus avec moins, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, les sésames explosent, par exemple, dans le réseau, autour de ces questions de l'orientation des bénéficiaires du RSA, par exemple. Et on n'est pas suffisamment dimensionné pour y répondre. Donc, le sujet des ressources, le sujet de la position ambiguë, on nous demande d'être en appui pour le compte de tous, sauf qu'on est à la fois juge et partie. Parce que toutes ces histoires de systèmes d'information, de communs, à la base, ça part quand même de nos outils, de nos méthodologies, de nos process, de notre récit. Donc c'est un peu schizophrène. Faut à la fois travailler pour tout le monde, mais quand même, faut travailler pour la boutique. Donc c'est un petit peu ambigu. Voilà. Et alors l'accompagnement des partenaires à la transformation, pour finir, aujourd'hui, il n'a pas été pensé du tout. On le découvre au jour le jour. Donc non seulement c'est un enjeu de ressources, mais aussi de questionnement. On le fait toujours avec notre prisme France Travail. On ne le fait pas forcément avec le prisme des partenaires. Donc ce qu'on n'avait pas du tout, ce que l'établissement n'a pas du tout anticipé, c'est que la transformation, alors elle est complexe en interne, ça on le sait aujourd'hui, on voit les conséquences de toutes ces transformations, mais elle est aussi super complexe à l'externe. Sauf qu'à l'externe, eh bien, chaque département a des modes d'organisation différents, je le disais, des systèmes d'information différents, des enjeux RH différents, les missions locales en ont d'autres, etc., etc. Et ça, on ne s'est pas du tout projeté pour donner les moyens aussi à nos partenaires de prendre le temps d'accompagner cette transformation. Alors évidemment, de là, on peut mobiliser les facilitateurs en région pour accompagner au travers d'ateliers, pour partager tout cela. Mais on voit bien que le sujet a été pondu un peu à la va-vite, et aujourd'hui on découvre tout ce qui ne marche pas, quoi. Donc en plus avec un DG, et là c'est la dernière diapo, avec un DG qui fait feu de tout bois, qui continue à piloter son établissement comme si c'était une start-up, comme il pilotait le commissariat aux compétences, avec 55 salariés, sauf qu'il en a 1000 fois plus. Donc il nous pond des idées, alors, des bonnes idées, mais qui alourdissent encore l'activité du réseau et des fonctions support, et qui du coup nous font déplacer le curseur autour de sujets qui ne sont pas forcément ultra prioritaires. Alors il y a de bonnes idées. Alors le sport et l'insertion au travers des stades vers l'emploi, demain au travers de stages de remobilisation, au travers de sport et santé sur des publics très très éloignés, mais ça va nous demander aussi de la bande passante. On nous demande aussi maintenant d'aller sur des créneaux aller vers autour du sport. Là aussi, des nouvelles actions à mettre en place pour le réseau. En plus, il n'y a plus de financement, donc on nous demande d'aller chercher des cofinancements. Le sport, ce n'est pas suffisant. Maintenant, on nous demande d'aller sur des actions de l'art, ce qu'on appelle l'art d'accéder à l'emploi. Donc ça s'est mis en place en Hauts-de-France et ça va être généralisé dans toutes les régions. Donc là, l'idée, c'est que des demandeurs d'emploi puissent présenter un projet culturel à des entreprises. C'est un alibi pour créer de la mise en relation avec les employeurs. Sur le fond, ça peut être intéressant, mais là encore, est-ce qu'on a le temps de faire ça? Est-ce que c'est notre priorité? Et puis la cerise sur le gâteau,
en ce moment, c'est le Festival de l'égalité des chances. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le 15 et 16 mai, dans toutes les agences, le France et le Navarre, on doit créer des événements autour de l'insertion, de l'emploi. C'est sponsorisé par Netflix, on le voit sur l'Île-de-France, sponsorisé par la Française des Jeux. Enfin, on tombe des nues quand on voit ça. Et c'est surtout de la communication. Et je vous en passe des meilleurs. Comment fait-on? Comment fait le réseau? Comment font les fonctions support pour répondre à tout ça? Tout ça en quelques mois depuis le début janvier, quoi. Donc là, la FSU doit dire un peu stop. euh, Donnons les ressources pour faire. Il y a des bonnes idées, mais donnons les moyens de faire. Deux, définissons les priorités. Est-ce qu'en ce moment, la priorité, c'est ça? Franchement, on peut s'interroger, est-ce que la priorité, c'est pas de consolider un petit peu déjà les premières briques de la loi de plein emploi autour de l'inscription, de l'orientation, enfin, l'inscription de tous, de l'orientation et surtout de l'accompagnement des publics, parce que c'est ça la priorité. Et c'est vrai que là, ça impacte à la fois les agences à qui on demande de multiplier les manifestations, et puis les fonctions support qui doivent gérer le truc en amont et qui sont sollicitées partout, surtout que c'est des opérations, comme le dit Philippe, qui peuvent être intéressantes, puis qui sont surtout dans une optique de com pour l'instant. Parce que malheureusement, vu les budgets de la culture, par exemple, on peut douter qu'il y ait beaucoup de gens qui vont trouver du boulot dans ce domaine-là, parce que Alors l'idée, ça s'ordre dans l'emploi. l'idée, c'est pas qu'ils trouvent du boulot dedans. L'idée, c'est un motif pour créer de la mise en relation entre un employeur et un demandeur d'emploi. Donc c'est pas, mais malgré tout, même dans la culture, il faut trouver des. Alors, il y a un financement, oui, je ne l'ai pas dit. Le financement, comme il n'y a plus de sous, Michel, tu as raison, dans la culture, puisqu'il y a des économies que le gouvernement veut partout, eh bien, ça va être pris sur le budget d'intervention, le budget des 5% des agences, par exemple. Alors, une petite conclusion sur les impacts pour les cadres et managers. Donc, alors, c'est un peu résumé dans la diapo, mais ça va être quand même globalement la fameuse démarche d'efficience. Donc, on va produire un petit texte là-dessus qui est en cours de finalisation. Le constat, c'est que globalement, quand même, la surcharge de travail, ça continue, et particulièrement au niveau des ELD, et que c'est loin d'être fini. On a de plus en plus de collègues qui nous interpellent là-dessus en disant ça devient ingérable, on nous demande 150 000 trucs, de plus en plus de trucs administratifs, et malheureusement, de plus en plus de bâtons, parce que nous n'étions pas des fans de Basser, mais on peut reconnaître à Basser, avec Pôle emploi 2015, d'avoir arrêté les objectifs de moyens. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Juste après le Covid, c'est revenu à fond. Et maintenant, on pilote les immersions, les ateliers, etc. Il faut tout piloter. Ça devient complètement infernal. On va nous demander, alors vous le verrez dans notre texte, mais toujours plus avec toujours moins. C'est un grand classique de tout ce qui est innovation, changement dans la fonction publique ou dans le privé d'ailleurs, mais chez nous c'est encore plus. On sait qu'on va avoir 3700 ETP qui vont être mis sur les gains d'efficience. Dans ces 3700 ETP, on a vu déjà quelques exemples, et on sait déjà que sur les fonctions support, il y aura au moins 600 ETP en moins sur 3 ans, donc 200 par an. Ce qui commence à faire du monde parce que il est fini, je pense, le temps où on avait, sauf exception, de temps en temps un chargé de mission, quelqu'un qui avait été mis un peu dans un placard dans la DR. Maintenant, c'est quelque chose qui relève du passé. Et en plus, ce type d'agents n'étaient pas forcément ceux qu'on allait mettre sur l'accompagnement. Donc, on va plutôt avoir Alors, il n'y aura pas de suppression de poste net, semble-t-il. On va être plutôt sur des personnes non remplacées, c'est-à-dire départ en retraite, démission. On a aussi pas mal d'agents qui changent de boutique de plus en plus parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. Et on peut se demander avec quels moyens on va faire, parce qu'on fait aussi plus en fonction support, que ce soit en agence, en fonction support. Philippe l'expliquait pour son service en partenariat où ils sont sursollicités, mais les DDO, les DRAPS, etc. ont de plus en plus de choses. On nous sollicite pour toutes les 5 minutes, notamment la DG, pour des webinaires, des actions mettre en place, un accompagnement du réseau alors qu'on n'a pas forcément toutes les billes, etc. Et la grosse réponse
de l'établissement, hein, c'est l'IA et l'IA. Mais là, on peut avoir quelques doutes quand on voit déjà à quelle vitesse ça se déploie, puisque par exemple sur les EDO, ben, ça marche toujours pas. Et on peut supposer que ça marchera en juin, mais c'est loin d'être gagné. Et en plus, l'IA n'a pas de subtilité, c'est-à-dire que déjà on a quelques problèmes d'orientation à l'heure actuelle sur ce qu'on peut faire nous, malgré le fait que les conseillers de tentant se posent des questions et essaient de pallier les insuffisances des questionnaires, etc. L'IA ne va pas se poser de questions, quoi. Ça va être encore plus machinal, donc derrière, très sûrement du boulot à rattraper. Donc ça, c'est Et une grosse Michel, question. par rapport à l'IA, est-ce que l'établissement il compte sur l'entreprise, sur MatchFT, fortement. Il compte sur la co-intensif, sur tout un pan administratif à supprimer, notamment sur les sièges. Ça, c'est ce que compte l'établissement. Il compte faire des gains aussi sur le creux, rénové avec des prêts, un pré-mâchage du travail par rapport au dossier du demandeur d'emploi. Il compte aussi faire des gains sur le contentieux avec toute une série de dossiers qui seront là aussi préétablis par l'IA. Si bien que quand on compare il y a eu un conseil d'administration en juillet 2024 qui avait déjà prévu, le 17 juillet 2024, qui avait déjà prévu des gains d'efficience. À cette époque-là, on était à hauteur de 2900 ETPT. Ben là, l'établissement, ils sont sur une bascule qui est beaucoup plus importante. Et Frédéric Toubeau, qui est porteur du projet, donc Frédéric Toubeau, qui a été l'ancien directeur régional d'ARA, mais qui était passé par la Nouvelle-Aquitaine, par Midi-Pyrénées, entre autres. Ce monsieur, en fait, donc, a bien précisé donc, en CESEC que pour lui, c'était 3900 ETP minimum. Hein. Donc, minimum. Donc, et il a vraiment lourdement insisté sur le minimum. C'est lui qui a insisté, c'est ce que nous ont raconté les camarades présents en CESEC. Donc, bon, faire plus avec moins, c'est sûr que ça ne présage pas de jours meilleurs en ce qui nous concerne tous collectivement. Quoi. Voilà. Ouais, on peut rajouter que pour le creux, alors ils gagneront peut-être effectivement quelques gains, mais comme tu multiplies les objectifs par 2 à peu près, eh ben, ça va pas vraiment faire la donne. Et puis on a vu les limites de l'IA sur beaucoup de choses. On peut avoir quelques doutes quand même sur MatchFT quand on voit déjà les difficultés qu'on a à faire des rapprochements corrects. Alors que les conseillers, justement, prennent en compte tout un tas de choses que l'IA ne prendra pas en compte, parce que je pense que l'IA fera ça. Le gars est inscrit comme maçon, on l'envoie comme maçon, on ne s'occupe pas s'il n'a pas bossé depuis X années ou s'il n'a plus le droit de faire ce boulot-là, etc. Ça va être du matchage sur nos fichiers qui, malheureusement, sont loin d'être parfaits pour des raisons diverses. Donc, ça promet, ça promet. Surtout qu'on a une expérience malheureuse avec l'IA. Alors, ça date d'il y a quelques années, mais du temps de Basser, ça s'appelait comment, Bob? C'est ça, le mec lui avait vendu un truc là, qui n'a absolument pas marché. C'est ça, oui. Et puis, quand je vois le temps que passent les conseillers SAGE pour les 15 heures, même si on le rend un peu plus simple, ce qui n'est pas gagné quand même, vu qu'on va l'étendre sur toutes les autres catégories d'accompagnement intensif, 50, ça va être même beaucoup, vu le temps qu'il va falloir mettre pour justifier les 15 heures dans un marché du travail quand même difficile. Ouais, mais le tableau, il est quand même pas très, très réjouissant. Hein. Et c'est pour ça aussi que nous avons décidé à aller chez notre organisation syndicale, mais rejoint par d'autres, à un appel à la grève là, sur le 1er avril. Hein. On espère qu'on sera suivi par un maximum de collègues. Mais voilà, on va voir un peu ce que nous réserve l'avenir, mais c'est vrai que c'est assez complexe, hein, visiblement. Ça pose des questions. Alors, on ne veut pas être trop négatif et trop dépressif, mais c'est vrai que le monde autour de nous l'est et le climat l'est malheureusement un peu aussi.
Parmi les participants, vous avez des questions, des points, des informations à nous apporter parce qu'on est loin de tout connaître. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez dire? Non, pas de... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter donc les diapos qu'on va passer, on va les modifier, les compléter un petit peu avec les échanges en cours, 2-3 informations, puis on le diffusera à tous les participants et aux personnes qui n'ont pas pu venir. La visio est enregistrée, donc on la rendra disponible pour vos collègues qui n'auraient pas pu être présents. Et puis, si vous avez entre-temps des questions, n'hésitez pas, vous avez la boîte mail sur l'invitation, vous pouvez nous contacter ou contacter un des participants si vous avez besoin de plus.